bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui aux add-ins et aux scripts disponibles dans Fusion pour améliorer votre quotidien. On va commencer. Alors j'espère que tout le monde m'entend correctement. N'hésitez pas, si jamais il y a un problème de son ou même au niveau de mon partage d'écran, à me le notifier dans le chat GoToWebinar. Normalement, vous pouvez m'envoyer un message juste dans le chat. Donc, on va commencer. C'est parti, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Simon Blouin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis ingénieur application chez Applicit, principalement sur deux logiciels donc, qui sont Power Inspect et Fusion. Donc, je m'occupe de la formation client, du support technique et également du suivi client, notamment au cours des Customer Care qu'on fait souvent chez nos clients. Mon parcours professionnel, donc je suis issu du milieu de l'usinage et j'ai 16 ans d'expérience dans la FAO, la programmation et la production. Et donc 4 ans en fabrication additive métal, principalement pour le secteur aéronautique et spatial. J'ai également fait beaucoup de décolletage en médical. Donc, le programme d'aujourd'hui, comme d'habitude, on rappelle toutes les activités implicites. Ensuite, le but, c'est de vous montrer aussi l'App Store de Fusion pour télécharger tous les scripts qui sont développés sur Fusion. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un script ou un add-in. Le but, au fait, c'est d'avoir un petit outil qui est hors logiciel pour gagner en productivité, en polyvalence aussi. Et c'est quelque chose qui va vous permettre potentiellement d'éviter de cliquer, par exemple, sur différentes fonctionnalités pour avoir le même résultat. Des phases qui peuvent être répétitives, chronophages, voilà, ça va vous permettre au fait d'automatiser tout ça. On verra ensuite, donc je vous ferai une démonstration directement sur le logiciel Fusion de quelques scripts que j'ai sélectionnés. Donc ma sélection, elle est volontairement sur que des scripts qui sont gratuits. Je vous montrerai ça ensuite sur l'App Store. Donc il en existe énormément, j'en ai sélectionné quelques-uns qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien suivant votre métier. On verra aussi que sur Fusion, on peut également créer des scripts perso, donc via vos propres outils ou un GitHub, quelque chose comme ça. On verra les bases pour le créer et notamment le stockage dans Fusion, où est-ce que les éléments sont stockés. Hop. On fera aussi, alors ça c'était pas prévu au programme, mais j'ai voulu insister un petit peu là-dessus. On fera un petit point focus sur l'IA dans Fusion. C'est des choses que beaucoup de clients nous demandent de plus en plus, où on est Autodesk au niveau des développements IA, etc. Donc on fera un petit point focus sur une nouveauté là qui est tombée suite à la mise à jour de mars ce mois-ci, sur l'Autodesk Assistant. On verra également la multitude de possibilités que ça peut vous apporter, que ce soit en conception ou bien même en FAO, quoi. Et enfin, on finira par les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, je ne peux pas vous entendre, mais n'hésitez pas en fin de webinaire, si vous voulez vous poser des questions, vous pouvez tout à fait le faire dans le chat et on essaiera de répondre au maximum de questions. Donc, les services proposés par Applicit, toujours pareil. Donc, Applicit, c'est un intégrateur certifié Gold chez Autodesk. Le but, c'est pas seulement vous vendre des logiciels, mais c'est aussi vous accompagner dans toute l'intégration de vos solutions et des outils dans vos sociétés, que ce soit sur de la formation, sur du service également. Un petit rappel sur le support technique. Donc, beaucoup d'entre vous ont accès à un support technique qui permet en fait de créer des tickets via une plateforme, donc supportapplicit.com. N'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vous rappelle.
Donc, on dispose de différents outils, que ce soit TeamViewer ou Teams, qui permettent de prendre la main à distance. Ça peut être des problèmes tout simplement logiciels, des blocages qui sont dus à votre métier, des problèmes de programmation, des problèmes de CAO, par exemple, mais également des problèmes informatiques, que ce soit pour une installation de Fusion sur un nouveau poste ou des choses comme ça. Un petit point également sur notre site applicite.com. Donc, si vous allez sur le site applicite.com, dans la rubrique événements en haut, vous allez tout de suite arriver sur un calendrier. Donc, sur le calendrier, au fait, ça répertorie toute l'actualité Applicite, que ce soit nos présences à différents salons, notamment le club utilisateur Ballflow qui aura lieu prochainement, mais également toutes les thématiques et tous les webinaires qui vont arriver. Vous pouvez vous y inscrire directement via cette page. Ici, vous avez un petit aperçu de tous les webinaires qu'on a prévus en 2026. Donc, on a déjà passé 2 webinaires, donc celui de janvier et février avec mes collègues, qui étaient orientés sur PowerMill et sur PowerShape. Donc ensuite, aujourd'hui, là, le but, c'est Fusion, donc les compléments et add-ins pour vous accompagner au quotidien, mais on fera également d'autres webinaires Fusion, comme vous le voyez, au cours de l'année. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous nos webinaires sont enregistrés. Donc, si jamais vous vous inscrivez et que vous ne pouvez pas y participer, c'est pas un problème. En fait, vous allez recevoir un lien YouTube. Donc là, vous avez un aperçu de tous les webinaires qu'on a pu faire en 2025. N'hésitez pas, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, que vous avez loupées et que vous voudriez voir, on peut vous envoyer les replays, il n'y a aucun souci. Ici, c'est un petit point focus sur une nouveauté qu'on a fait ce mois-ci. Donc, on a remis à jour sur le site applicite.com. Pardon, excusez-moi, c'est la rubrique blog. La rubrique blog, donc toujours la rubrique blog, toujours plein de trucs et astuces sur différents outils, différents logiciels. Donc, ça peut être sur tous les logiciels Autodesk. Hop. Et ici, donc c'est la page dont je voulais vous parler, c'est la nouveauté ce mois-ci. Donc, on a remis à jour un peu la page Fusion Applicite. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et à nous faire des retours, notamment sur on a notre catalogue avec les différentes formations que Applicite peut vous proposer. Les capacités surtout de Fusion en FAO, nos différents services qu'on peut vous apporter chez nous, chez Applicite, sur Fusion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis peu, nous sommes également certifiés chez Applicite pour vous faire des formations avec votre compte CPF, chose qui n'était pas possible par le passé. Donc, on en vient à l'App Store de Fusion. Alors, l'App Store de Fusion, je vais vous montrer ça directement sur le logiciel. Hop. Tac, normalement, vous devez voir mon écran. Alors, l'App Store de Fusion, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, que ce soit en conception ou en fabrication, vous avez un menu qui s'appelle Utilitaire. Dedans, vous allez cliquer sur Complément et directement App Store de Fusion. En cliquant ici, vous allez tomber sur une page web qui répertorie au fait tout l'App Store de Autodesk, quel que soit le logiciel. Donc, le fait d'être passé directement ici par Fusion, ça permet ici d'avoir le filtre Fusion qui est déjà sélectionné. Donc ici, vous allez avoir, donc ça peut être des App Store, dans l'App Store, pardon, des scripts et des compléments qui sont développés par Autodesk, mais pas que, ça peut être aussi des développeurs privés qui ont décidé de mettre des add-ins gratuits ou payants. Donc volontairement, aujourd'hui, tous les add-ins que je vais vous montrer, c'est que des gratuits. Donc ensuite, vous pouvez faire un filtre par thématique. Par exemple, pour les gens qui font de l'impression 3D, vous avez le 3D print qui permettent voilà, de filtrer que les add-ins qui sont liés à l'impression 3D, mais également pour les gens qui font de la FAO, d'avoir un filtre sur le CAM uniquement sur les add-ins dédiés à la FAO. Donc, si vous voulez en télécharger un, je ne sais pas, moi, par exemple celui-ci, AsDriver, vous cliquez dessus, donc on voit qu'il est gratuit, vous cliquez sur Download, et ça va vous ouvrir
ici le téléchargement. Donc à chaque fois, pour chaque add-in, donc là mon téléchargement est en train d'arriver, voilà, il est là. Et pour chaque add-in, en bas, vous avez à chaque fois des pages qui expliquent, avant de le télécharger, en quoi il consiste, toute une description et surtout avec des screenshots et souvent des vidéos, pas toujours mais souvent, du fonctionnement en fait de l'add-in. Donc là, on voit que l'add-in il a lieu dans l'environnement en fabrication. Il est vraiment dédié à ceux qui ont des machines AS. Il permet de faire en fait le lien entre votre machine, votre parc machine, de connecter directement à Fusion. C'est vraiment un add-in qui permet au fait d'envoyer, de post-processer directement vos différents parcours outils directement sur la machine. OK. Et à la fin, voilà, une vidéo explicative. Donc ça, c'est l'add-in de Fusion. Hop, je reviens sur Fusion et sur mon présentation. Hop. Donc maintenant, le but, c'est vous montrer donc une démonstration directement sur le logiciel des différents scripts que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Donc voici la liste. Donc c'est elle n'est pas forcément complète, mais c'est quelques scripts que j'ai essayé de sélectionner de moi-même qui permettent au fait d'avoir des raccourcis et des choses qui peuvent vous faciliter le quotidien avec tous ces scripts, avec tous ces add-ins. Donc le premier, on va commencer par Project Salvador. Donc ça, c'est un add-in qui a été développé par Autodesk. Je vais vous montrer ça directement sur le logiciel. Hop. Donc bien sûr, vous avez bien compris, si on veut le télécharger, donc la page doit encore être ouverte. Hop. On va sur l'App Store Autodesk, on tape Project Salvador, sur mon nez. Voilà. Et si je clique dessus, donc on voit qu'il y a eu 37 téléchargements, qui est gratuit. On va avoir en bas les screenshots explicatifs. Donc en fait, Project Salvador, c'est un add-in qui permet, soit c'est un add-in qui marche avec l'IA en fait, soit de générer des images à l'aide de l'IA, donc une image que vous n'avez pas, vous créez une image directement depuis un texte, depuis un mot que vous tapez, soit de générer au fait une esquisse, un profil d'esquisse à partir d'une image, convertir une image en esquisse. Soit ensuite pour faire de la gravure, par exemple, ou des choses comme ça. Vous voyez la différence, là, on part d'une image, on la convertit en esquisse, et ensuite on peut faire des extrusions pour créer le produit. Ça peut être très très intéressant, par exemple, sur de la rétroconception, pour des gens qui devraient, par exemple, j'ai vu une vidéo là-dessus, des gens qui ont un pignon en plastique qui est cassé, ils prennent une photo, ils incorporent cette photo de leur téléphone, donc l'image dans Fusion. Ils y règlent ensuite l'échelle par rapport à ce qu'ils ont mesuré sur le diamètre extérieur du pignon. Et ensuite, à partir de là, ils convertissent cette image en esquisse et ils viennent faire leurs extrusions pour le reproduire ensuite en impression 3D. Donc, on va partir d'ici. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre add-in Project Salvador, il va arriver ici directement dans votre menu. Pourquoi? Parce que ça, c'est un add-in et c'est pas un script. Un script, ça va être plutôt quelque chose que vous allez lancer, temporairement. Donc c'est un play au fait que vous appuyez. Le script se lance et une fois qu'il est terminé, il s'éteint, il se ferme. Ici, c'est plutôt un complément. Donc un complément, on va pouvoir rajouter un bouton pour lui dire, à chaque fois que je démarre Fusion, je veux que le bouton s'affiche directement dans mon menu. Donc c'est ce qu'a fait au fait Autodesk sur cet add-in ici. Donc le premier, Project Salvador Beta, donc vous voyez, il permet de créer des images. Si je clique dessus, hop, ici ça s'ouvre, je vais pouvoir d'abord créer une image directement depuis un texte ou alors venir ici télécharger une image que j'ai déjà. Donc moi, ce que je veux, c'est, par exemple, créer une image à partir d'un texte. Je sais pas, on va faire une tasse, par exemple, un mug.
Je vais faire générer une image. Et là, l'IA travaille en cachette et va me permettre de générer cette image. Donc là, j'ai ma tasse que je vais pouvoir, par exemple, appliquer ensuite sur un plan. Par exemple, ce plan-là. Voilà. Et vous voyez maintenant que, OK, que mon image est bien incorporée dans mon modèle. On la retrouve ici dans le navigateur, dans la partie zone de dessin. OK? Donc ça, c'est la première technique qui permet au fait de générer une image en automatique. Je vais la supprimer. Et maintenant, je vais vous montrer la génération sketch qui pour moi est vraiment très intéressante au fait sur cet add-in. Donc d'abord, il me dit sélectionne l'image de Canva que tu as là. Donc ce que j'aurais dû faire avant, c'est télécharger l'image, donc on va le faire. Moi, j'ai une image sur mon bureau qui est déjà téléchargée, que je vais insérer depuis ce bouton-là, insérer une zone de dessin. Je vais aller chercher mon dessin. Hop, donc, il va être ici, pardon. Project Salvador, on va prendre par exemple, je sais pas, on peut prendre celui-ci par exemple. Vous avez pris celui-ci, hein, voilà. Donc on sélectionne une face, hop, et de suite on voit l'image apparaître. On peut la repositionner, l'agrandir. On va se mettre en vue dessus. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui font de la gravure. Je pense notamment aux différents clients d'Atron. Je fais OK. Donc là, j'ai mon image qui est dans mon modèle. Maintenant, avec Generate Scale, je vais transformer cette image en esquisse. Donc je sélectionne cette image de Canva et en automatique, il va venir me créer une esquisse à partir des différentes courbes et lignes qu'il va pouvoir voir. Donc cette IA marche beaucoup sur le contraste noir et blanc. Donc j'ai remarqué que des fois sur des images de couleur, on n'a pas forcément exactement le résultat qu'on désirait. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a eu aucun souci. Tout s'est bien généré. Donc maintenant, je vais pouvoir cacher mon dessin. Voilà. Donc là, on voit bien qu'en automatique, plutôt que de devoir superposer au fait mon image et devoir à la main tout recréer au niveau de l'esquisse, bah, tout s'est fait en automatique. OK? Et ensuite, bah, libre à vous de l'utiliser comme vous voulez, donc soit sur des extrusions, soit par exemple sur de la gravure. Donc on pourrait virer par exemple le contour aussi, ici comme ça, pour garder uniquement les contours de la montagne. Voilà. Et ici, ce qu'on pourrait faire, c'est une gravure en relief. Donc les contours d'esquisse, on va tout prendre. Et on va dire que, peut-être pas prendre ça. Tac. Pardon. Les zones bleues. Voilà. Hop, hop, hop. Je pourrais améliorer ça plus tard. Tac. Voilà. Cette zone-là. Voilà. Voilà. Sur la face, donc, on va prendre cette face-là, une face galbée. Et on va pouvoir ensuite gérer l'effet, si on veut un effet donc en relief ou un effet creusé. La fusion de travail en train de générer la gravure. Voilà.
C'est un peu gourmand. Là, je peux mettre entre eux, et on va changer la valeur, par exemple. Ouais, j'ai pris une esquisse qui a énormément de contours, donc c'est un peu gourmand. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, j'ai pas pris tous les contours d'esquisse, mais déjà sur les sélectionnés, on voit bien que ça nous fait la gravure. Voilà. Donc ça, on pourrait prendre ça. Ensuite, ce qu'on pourrait prendre d'autre, donc je vais l'annuler par exemple. Annuler une esquisse. On pourrait également prendre, j'avais une autre image, une image beaucoup plus simple, avec l'abeille là que j'avais tout à l'heure, voilà, celle-ci. On va se mettre sur ce plan-là, toujours pareil. C'est à gauche par exemple. OK. Je régénère mon profil d'esquisse à partir de l'image. Voilà. Et toujours pareil, je vais délimiter les contours. On va refaire une gravure en creux. Tous ces contours d'esquisse. Pardon. Voilà. On ne va pas forcément prendre l'intérieur. On va se mettre en gravure en creux et sur cette face. Voilà, donc là, j'ai ma gravure en train de se faire. L'avantage de gravure en creux, au fait, c'est que ça va vraiment suivre au fait le profil de votre pièce. C'est-à-dire que là, si je mets 0,5, je vais vraiment avoir une gravure de 0,5 mm sur l'ensemble de mon profil, quel que soit le profil. Voilà. On va valider. Ensuite, on cachera le profil d'esquisse. Voilà, le calcul est terminé. Et voilà, vous voyez, c'est ma gravure qui est réalisée. Si je mesure ici, j'ai bien mes 0,5 mm. Ici, pareil. Voilà. Donc après, on peut très bien passer, par exemple, sur de la fabrication et venir faire, programmer toute votre gravure. J'ai un exemple, par exemple, ici, sur une machine Datron, voilà, où on pourrait, voilà, hop, simuler avec une machine, simuler tout un parcours de gravure du même galbe. Voilà. Avec une fraise à graver. Voilà. OK. Donc ça, c'est valable, donc comme je vous le disais, pour de la gravure. C'est valable aussi, par exemple, sur de la découpe laser. Donc là, au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit ballon de rugby dans une plaque qui est déterminée ici. Et je vais dire, bah, sur le contour, je viens faire de la coupe, donc la découpe de profil extérieur. Et sur le profil à dessiner, c'est uniquement de la gravure. Donc ça, c'est tout à fait possible également. Si on simule, on voit bien qu'ici, notre laser vient bien découper la tôle. Hop, on voit le faisceau laser jaune. Et sur le dessus du logo, va uniquement venir faire de la gravure.
Donc ça peut être vraiment Project Salvador. Pour moi, c'est vraiment un outil qui peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps sur tout ce qui va être logo, dessin, image. On revient là. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, un autre add-in qui s'appelle 3D Printing Essentiel. Donc ça, c'est vraiment dédié aux gens qui font de l'impression 3D. Alors, on va fermer ça. Ça et ça. On va prendre par exemple ça. Voilà, très bien. Donc là, j'ai un ensemble de pièces que j'aimerais par exemple imprimer en technologie, je sais pas moi, faire une imbrication et essayer d'imprimer le maximum de tous ces assemblages dans tout mon volume de production en frittage de poudre plastique, par exemple. Donc avec le 3D print, ce qu'on a, c'est un outil qui s'appelle Label et cet outil, il est vraiment très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, pour les gens qui font de l'impression 3D, si par exemple je voulais faire un nesting de cette pièce-là et venir mettre le maximum de pièces possibles dans mon volume de production, ce que cherchent les donneurs d'ordre souvent, c'est d'avoir un numéro de série sur chaque pièce. Ce qui fait que cette pièce qui va s'appeler par exemple poignée, va avoir différents numéros d'incrémentation. Et si par exemple, je vois que sur 40 pièces que j'ai pu imprimer, la numéro 38 a craché et ne s'est pas construite, j'aimerais savoir ensuite, moi, pour diagnostiquer le problème, où était présente cette poignée dans mon volume de production. Est-ce qu'elle y était en fin de production, en tout début de production, sur un bord de plateforme ou plutôt centré au milieu du volume de production? Voilà, ça va permettre vraiment d'identifier la position de la pièce et surtout d'un point de vue qualité de savoir où elle est construite. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, donc ça c'est quelque chose pour les gens qui utilisent Netfab, c'est quelque chose d'une petite option qui est issue de Netfab. Avec 3D Print, c'est utiliser l'option label. Donc au fait, avant, avec label, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un dossier Excel dans lequel on va venir mettre nos noms et incrémenter nos différents numéros de pièces. Si je prends, attendez, je vais vous le montrer, mon dossier Excel en l'occurrence. Hop, il est là. Tac, 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 tac. Pardon, je ne retrouve pas. Où est-ce que je l'ai rangé? Voilà, il est là. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est un dossier Excel que j'ai fait avec numéro de pièce. On pourrait très bien dire N pièces. Ou numéro de série, par exemple, serial number. Avec, par exemple, premier numéro d'OF, et derrière, on vient incrémenter à chaque pièce un tiret numéro de pièce. Donc, par exemple, là, ça serait l'OF 1200 avec la pièce 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 20. J'enregistre ça, je vais m'en servir ensuite. Alors, c'est très important, c'est le nombre de cases. Au fait, le nombre de cases que vous allez mettre là, si vous mettez de 1 à 20, vous aurez 20 pièces. Si vous mettez de 1 à 16, vous aurez 16 pièces. Donc ici, je vais venir choisir mon fichier Excel, hop, qui est là, numéro de série additive, et on va venir placer ça sur une surface plane. Donc, on va cacher l'origine, voilà, par exemple, sur cette face-là. Très bien. Donc là, on va venir ajuster la forme. Hop. Donc on va mettre, je sais pas, 2 mm, je pense, ça va suffire, parce que vous voudrez, voilà, l'avoir sur une seule ligne. Très bien. Voilà, très bien. Donc là, comme pour la gravure en creux précédemment, on va pouvoir choisir donc la hauteur, la position en X, en Y, la rotation du texte et surtout si on veut du relief ou du creux. Donc moi, en impression 3D, relief, ça me va très bien. On va faire une petite gravure de, je sais pas, 1 mm par exemple. Voilà. Là, j'ai 1 mm de relief. Et surtout, ce qui est très important, ça va être par rapport au sens de votre repère ici. Donc là, ça va être suivant les Z, par exemple.
dans quel sens vous voulez créer vos différents composants. Donc moi, je vais les faire suivant l'axe des Z. Et ce que je veux, c'est qu'entre chaque pièce, j'ai 10 mm d'écart. Je vais bien mettre 15 par exemple. OK. Je fais OK. Et là, en automatique, il va venir au fait dupliquer, plutôt que de faire un copier-coller à chaque fois de la pièce. Il va venir me créer mes 20 éléments en incrémentant, vous voyez dans mon navigateur, les numéros de série de pièces. Voilà. Mon numéro de série de l'OF et mon numéro de pièce. Donc le 1200-01, 02, 03, etc., etc., jusqu'à la pièce 20. Voilà. Donc ensuite, libre à vous de ensuite passer en fabrication et venir faire votre fabrication de tout ça dans votre volume d'impression 3D. OK? Donc ça, c'est l'outil dans 3D Print qui s'appelle Label. Hop, il est ici. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est la duplication des composants. Donc ça équivaut un petit peu, on peut très bien le faire aussi avec le nesting en impression 3D. Ça équivaut à le faire pareil. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est le Mesh Import Automation. Plutôt que de venir charger, au fait, insérer un par un vos différents fichiers STL, là, au fait, vous avez la possibilité, par exemple, de faire de l'import groupé. On va faire OK. Je vais vous le montrer. Je dois avoir des exemples là-dessus. Toc, non, c'est pas là. C'est là, pardon. Voilà. Ici, j'ai plein de STL d'un ensemble de pièces. On va charger tout ça. Voilà. Et ici, vous voyez toutes mes pièces. Bon, je les ai elles se sont superposées, mais j'ai tout mon ensemble de pièces STL ici. On va cacher celui-ci. Voilà. Et on voit tout mon ensemble de fichiers STL qui s'est chargé en une seule fois. Ça peut être un gain de temps aussi intéressant. Voilà pour les principales fonctionnalités de la ligne 3D Print que je voulais vous montrer. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en fin de webinaire, on pourra y revenir. Alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est toujours pour les gens qui font de l'impression 3D ou même de la conception, qui font des pignons. C'est le Sporgir là. Voilà, qui va permettre, au fait, en automatique, de faire toutes ces fonctions-là, plutôt que de devoir vous faire à la main chacune de ces fonctions-là. Là, tout l'intérêt d'un add-in, au fait, avec un seul bouton. Donc, si on fait une nouvelle conception, je vais vous montrer ça. La ligne est là, Sporgir. Donc, vous allez pouvoir déjà lui mettre un nom. Webinaire. Dire bon, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du projet, si on veut du métrique. Donc, tout est normé, au fait, comme sur les principales règles de pignon et de denture. Donc, on va pouvoir choisir notamment le nodule, donc c'est la hauteur entre la dent et le haut, au fait, du cercle ici, du pitch diameter. On peut mettre 20, par exemple, une cote ronde. On va pouvoir gérer notre nombre de dents, je sais pas moi, 16 dents, le diamètre, les dimensions des rayons ici en fond de pignon, et également le diamètre, par exemple, intérieur, qui peut être intéressant aussi pour l'axe. On peut mettre, je sais pas, un diamètre de 20. Donc là, on voit qu'en automatique, en fonction des codes qu'on a pu mettre ici, le diamètre pitch diameter se met à jour. Donc là, on sera sur un diamètre ici de 300 ans. Si je fais OK, on va pouvoir ensuite, voilà, le générer. Donc c'est ce fameux diamètre ici. Si je clique dessus, je vois bien que j'ai un diamètre de 320. OK? Et ici, mon diamètre intérieur fait bien 20. Et tout a été créé en automatique, notamment avec le nombre de dents sur la répétition circulaire. Ici, sur le réseau circulaire, si on rentre dans la fonction, par exemple, pour vous montrer, on voit bien qu'on a une quantité de 16 dents qui ont été répétées. Pardon. Voilà.
Ça peut être intéressant. Et après, rien ne vous empêche, par exemple, de l'agrandir, hein. Si vous voulez, modifier, toute cette épaisseur, vous cliquez dessus, hop, vous agrandissez votre pignon. Donc ça, c'est le sport gear pour ceux qui font des pignons. Ensuite, je voulais vous montrer, le cord coil on drop. Donc toujours pareil, si vous voulez le chercher, vous retournez ici, je vais pas montrer sur les autres, hop. On est sur Fusion, tapez simplement cord, je pense qu'on va pouvoir le retrouver. Voilà, direct, il est là. Vous cliquez dessus, vous faites download et vous le téléchargez. On va faire hop, une nouvelle conception. Donc, toc, toc, toc. On va d'abord créer une esquisse avec une courbe. Ça va nécessiter une spline, par exemple. Hop, hop. Donc, un profil à suivre. Hop, et voilà. Tac. Très bien. Parfait. Je vais lancer mon utilitaire. Hop. Donc, les scripts sont là, pardon. Vous allez dans l'utilitaire, complément, soit l'App Store de Fusion, soit ici vous tombez sur tous les scripts et compléments que vous avez là, notamment le 3D Print, vous allez tout retrouver ici, au fait, pour ceux qui n'ont pas de raccourci. Et vous voyez qu'ici, Core en Europe n'a pas de raccourci, ne s'exécute pas au démarrage. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit play là. On pourra lui faire un bouton de raccourci si besoin. Hop. Donc, il me dit de sélectionner hop, ma courbe, elle est là. Et ensuite, grâce à ce bouton, ce menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner le profil que vous voulez. Donc, si vous voulez plutôt avoir deux segments comme ça, du torsadé avec 4 profils, ou alors une seule comme un tube. On peut faire ça, par exemple. On va pouvoir choisir ici, hop, les dimensions 10 mm au milieu par rapport à la courbe de référence. Le nombre de rotations que vous voulez, donc si vous avez plus de torsades par exemple, hop, on peut en rajouter, on met 10, voilà. Ça a un profil beaucoup plus torsadé, par exemple pour faire une sorte de ressort par exemple, comme ça. Si vous voulez faire un ressort, je mets 25, vous allez voir, ça va plus ressembler à un ressort déjà. Voilà. Et ensuite, le thickness, bon, c'est l'épaisseur au fait de la section. Si on la met à 5, vous allez voir, un peu trop gros peut-être par rapport à ça. On va mettre 2. C'était déjà 2, je crois. On va mettre 3. Voilà. Vous voyez tout de suite que le ressort devient beaucoup plus gros. Voilà, donc ça, si je fais OK, vous voyez au fait, grâce à ce bouton en haut là, j'ai pu faire au fait toutes ces étapes, notamment du surfacique avec différents plans, des esquisses, des phases de balayage ici, et bon bah voilà, toute la création du plan en fait. OK, donc ça c'était ce fameux add-in. Je reviens ici. Maintenant, je vais vous montrer des différents add-ins qui sont plus dédiés fabrication. Donc le premier, c'est alors pour les gens qui connaissent les machines EOS en impression 3D, ça va de suite leur parler. EOS Print, au fait, c'est un logiciel qui est fourni avec les imprimantes 3D EOS et principalement les imprimantes 3D métal. Ça permet en fait de gérer la disposition des pièces, notamment par rapport au flux d'argon et au face racleur. Voilà. Donc au fait, ils ont mis un EOS Print directement intégré dans Fusion pour faire au fait la communication entre Fusion et votre parc machine EOS. Je vais vous montrer ça. Hop. On va revenir ici.
EOS Sprint. Voilà. Donc là, j'ai un projet avec un modèle qui a des supports. Voilà. Donc, on est sur une machine, donc sur un posage, pardon, avec une machine métal de chez OS. Donc, toutes les séries M, au fait, ce sont des machines. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous montrer rapidement. Hop, ici, donc les bibliothèques machines EOS. Tac, 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 voilà. Voilà, donc toutes les séries P, c'est très facile à retenir, c'est du plastique. Donc, fritage, c'est que du fritage par laser, par faisceau. Et les machines M, donc métal. Donc la M100, M280, 290, M304 laser, donc -4 4 laser, la M400 simple, la M404 laser, et ensuite on passe à la P396 qui est vraiment dédiée au plastique. Donc ce qui est vraiment intéressant en fait avec entre Fusion et ces machines-là, bah, c'est qu'il y a un vrai partenariat en fait entre les marques, ce qui fait que vous pouvez récupérer bah, tout l'environnement machine et notamment les paramètres d'impression et de laser. Les paramètres EOS. Donc là, en l'occurrence, j'avais pris une 290. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je vais pouvoir récupérer les paramètres d'impression fournis par EOS, donc toutes les paramétries titane. Donc là, on est par exemple sur du titane 40 microns d'épaisseur, du 80 microns d'épaisseur, donc les TI64 Performance, qui sont vraiment des paramètres fournis par EOS, qui marchent très très bien. Mais également bah, les stratégies Inconel, Inconel 718 par exemple, en 20 microns, en 40 microns, etc. etc. On a également bah, toutes les stratégies aluminium, du 30 microns, du 60 microns, voilà. On va prendre, par exemple en alu, en 30 microns, très bien. Et on va valider. Donc là, je vais juste refaire générer tous mes paramètres, donc notamment la position de ma pièce et mes supports. Voilà, très bien. On voit que les supports se sont créés. Ce que vous pouvez également faire sur Fusion, pardon, c'est générer des paramètres de trajectoire additive. Donc ça peut être intéressant pour les machines métal. On peut le faire sur les machines plastiques aussi, il n'y a aucun souci. Mais sur les métals, ça peut être intéressant aussi pour bien différencier au fait les supports de la pièce. Je vais vous le montrer. Voilà. Elle est bloquée. Voilà, c'est bon. Hop, donc je vais vous montrer ça. Hop, si on signe la trajectoire additive. Hop, voilà. Donc là, on voit qu'on est sur la partie support, couche 1, etc., etc. Donc là, on voit vraiment la différence de couleur entre, bah, au début, forcément, on n'est que sur du support, entre la pièce et le support. Par exemple, si je fais une pause et que je monte à la couche 250, voilà. Vous voyez bien la différence sur la partie pièce et la partie support. Et donc, le fait d'avoir mis dans mon posage une machine OS me donne accès au fait au fameux EOS Sprint. Donc, bah, moi, j'ai pas de machine sous la main, hein, j'ai pas de machine connectée chez moi sur mon Fusion. Mais ici, vous pourriez par exemple définir la connectivité avec votre machine, donc vos paramètres EOS, ajouter une machine ou importer une machine directement que vous avez depuis votre PC. Et ensuite, on peut définir le temps, vraiment le build time calculation fourni par OS afin de savoir avant le lancement de votre machine par rapport à vos paramètres, etc., bah, le temps de production estimé de la pièce. Bah, ça, c'est pour la partie Sprint, pour la disposition des pièces et le flux d'argon. Et après, bon, bah, on peut créer voilà, un Toxfile EOS. C'est vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être sous le EOS Sprint EOS. Donc voilà, ça c'est pour les utilisateurs de machines OS, ça peut être intéressant aussi. Également, toujours dans la partie fabrication, pour ceux qui font de l'usinage et qui sont déjà équipés en logiciel Mastercam et Esprit, on a le l'ADIN qui s'appelle Tool Converter. Donc, Tool Converter, c'est quoi?
Je vais vous montrer. Alors moi, je l'ai pas téléchargé parce que j'ai pas ni d'Esprit ni de Mastercam, mais je vais vous montrer la DIN. Hop, hop, parce que j'ai des clients qui avaient Esprit et qui avaient déjà les bibliothèques créées. Tool 11, voilà. Notre converteur, voilà, il est là. Voilà. Donc vous voyez, pour les gens qui ont des bibliothèques d'outils où tout est déjà créé au niveau de leurs outils de l'atelier sous Mastercam, donc c'est un format ToolDB, ils peuvent le récupérer et le mettre grâce à cet add-in, le convertir directement en format Fusion. Ça peut être vraiment intéressant, ça peut vraiment vous faire gagner un temps monstre en fait. Et pareil pour les formats GDML là, qui sont vraiment dédiés à Esprit. Donc voilà, vous pouvez créer au fait toutes vos bibliothèques, vous voyez, vous mettez ça à l'intérieur, vous lancez la moulinette et ça va vous créer au fait, voilà, dire que c'est bon, la bibliothèque Fusion est créée. Quand vous arrivez sur Fusion, donc ça c'est la fenêtre Fusion, vous avez directement en fait tous les outils créés, vous n'avez pas besoin de tout refaire à zéro, quoi. Donc ouais, bibliothèque d'outils, je sais que ça peut être vite prenant quand on a besoin de les créer au début, qu'on vient d'intégrer Fusion. Voilà. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est toujours en rapport avec les outils, c'est pour les gens qui utilisent des outils Kennametal. Donc Kennametal qui est une marque américaine, Autodesk Fusion également américain. Donc vous imaginez bien qu'il y a un beau partenariat aussi entre les deux marques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas très souvent. Donc ici, hop, en fraisage, j'ai le fait d'avoir téléchargé la DIN, ça tombe ici à côté de vos bibliothèques outils. Vous avez Import Tool for Kennametal. Donc, cliquez directement sur l'icône si vous voulez. Au fait, vous tombez sur le site Kennametal. Donc là, on peut le mettre par exemple en français, je pense. Ouais, ça. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. On va aller chercher, je sais pas moi, une fraise, par exemple. Fraise carbure monobloc, très bien. Alors, je suis pas spécialiste du site Kennametal, désolé. On va prendre ça. Carbure monobloc, haute performance, très bien. Et je vais prendre, je sais pas, une fraise de 10, 4 cougures, que cylindrique, oui, très bien. Voilà. Donc là, on va aller chercher. Tac, 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 il y a quoi? D1, D1, ok, on va aller chercher, voilà, très bien. Cette fraise-là, cette fraise de 10. Voilà, donc là, on arrive ici, on a notre fraise, on va faire créer une solution. Donc là, il me dit, OK, tu veux créer un ensemble avec une fraise de 10 de telle référence. Alors ça, je peux l'envoyer directement sur Fusion, mais ce que je peux également faire, c'est là que c'est fort, c'est ajouter par exemple une pince ou un manchon, une pince ER si vous voulez, une rallonge, ce que vous voulez, mais également un attachement. Donc dans l'élément adaptatif, voilà, par exemple, je vais aller chercher un porte-outil. Donc un porte-outil, on va prendre, oui, un format HSK par exemple, un porte-outil frété. Voilà, très bien. C'est ça que je veux. Voilà, diamètre 10. Donc il est présélectionné en fonction du diamètre de votre outil. Il a vu que c'était le 10 qu'il vous fallait. Et vous l'ajoutez à votre solution. Là, au fait, ça vous crée un assemblage d'éléments. Voilà, ici, on voit le porte-outil avec le lien sur la fraise. Et maintenant, tout ça, on va l'envoyer dans Fusion via ce petit bouton. Je clique dessus. Il me dit que voilà, qu'il y a une nouvelle librairie qui s'est créée, qui s'appelle Kennametal avec la date du jour et les références, depuis kennametal.com, sur mon Fusion. Donc maintenant, je ferme ça, je vais dans ma bibliothèque d'outils Fusion, et là, à la racine, dans mon parcours, la bibliothèque locale, je vais retrouver le Kennametal. Donc ça doit être en local, je pense. Hop, je fais ça.
la date d'aujourd'hui, il est là. Je clique dessus et vous voyez, je retrouve bien ma fraise avec mon porte-outil. Si je veux aller l'éditer, je retrouve tous les éléments liés au coupant de l'outil. Donc, l'outil est complètement créé. Donc, il n'y a pas de corps. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il doit y avoir des petites alarmes peut-être. On a peut-être des petites choses à régler. On va mettre 1. Voilà. Et mon porte-outil y est créé. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de dessiner et votre fraise et votre porte-outil. Tout s'est directement intégré dans votre Fusion très rapidement. Et c'est vraiment utilisable de suite, quoi. Voilà, donc ça, c'est le Kena Metal, ce qui peut être très intéressant pour juste importer des outils ou un ensemble avec porte-outil. Voilà, donc on a fait le tour de les principaux add-ins que je voulais vous montrer. Hop. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aussi, on peut créer nos propres scripts. Donc ça, ça demande à avoir quelques notions de codage, mais, c'est tout à fait possible. Donc il y a également des IA qui peuvent vous aider, par exemple du GitHub ou des choses comme ça, et qui peuvent nous permettre de créer un script perso. Donc je vais vous montrer un script qu'on a fait, hop, ici, qui permet, en fait, c'est un script perso qui permet de transformer des porte-outils, donc des steps de porte-outils, directement en format Fusion. Donc ça, c'était un script qui existait avant dans la bibliothèque Fusion, mais qui n'était pas développé par Autodesk et qui a été, je crois, supprimé d'Autodesk, je ne sais plus trop. On l'a réparé, nous, par nos propres moyens, et on l'a rendu disponible maintenant pour nous, pour les gens de chez Applicit. Alors, d'abord, je vais aller charger mon step. Hop, ici. Alors, je vais d'abord télécharger un step. Je vais vous montrer vraiment toute la chaîne. Alors, on va aller sur le site. Alors, je suis marié avec personne, mais Seco. On va aller chercher un porte-outil Seco. Voilà, qui est là. Donc là, je suis sur la fiche du porte-outil. Et chez Seco, il y a un petit bouton qui s'appelle, alors soit vous le téléchargez en filaire en 2D, soit vous pouvez prendre le step, donc ici step basique, clac, vous cliquez et directement, c'est l'avantage, c'est que je récupère le step. On va faire fichier ouvrir, on va aller chercher ce step, téléchargement, il est là à l'instant, clac, voilà, très bien, là j'ai mon porte-outil affrété, c'est impeccable. Donc maintenant, ce corps-là, donc on voit bien qu'on n'a qu'un seul corps. Souvent, ça peut arriver, vous pouvez avoir, alors je crois que Seco le fait, mais également d'autres marques, vous pouvez avoir 2 corps. Dans ce cas-là, il vous suffit de faire une fonction booléenne, vous combinez les 2 corps et vous faites qu'un seul corps pour tout convertir. Donc là, maintenant, comment ça marche? Donc, si vous voulez créer vos propres scripts, vous pouvez dans Script et compléments. Si vous voulez le créer depuis 0, vous avez un petit plus en haut ici, et vous pouvez soit télécharger, donc c'est exactement ce qu'on vient de faire depuis l'App Store, créer en char V1 depuis l'appareil, donc quelque chose que vous avez créé via une application extérieure, mais également ici, créer un script à partir de 0. Donc vous cliquez là, vous dites si vous voulez un script ou un add-in, vous lui mettez un petit nom si vous voulez, une description, un nom d'auteur, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ici, vous avez au fait le chemin sous C dans lequel tous vos scripts sont enregistrés. Donc si je clique là sur la petite fenêtre, ça va directement m'amener à la racine, et vous voyez que dans AppData, Roaming, Autodesk, etc., vous allez retrouver au fait tous les scripts que vous avez développés. Vous voyez, moi j'en ai développé plusieurs moi-même, notamment celui-ci. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est le Holder Creator. Voilà. Et tout est à l'intérieur. Donc ça vous permet en fait d'avoir le chemin dans lequel il va être écrit. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord créer quelque chose vierge. Comme ça, j'ai le chemin d'écriture et ensuite, je viens mettre à l'intérieur du code, mon code à l'intérieur de ce fichier-là. Top. Donc là, on va lancer Holder Creator. On va cliquer sur le petit play. Donc là, on a mis des instructions. Vous pouvez très bien mettre du commentaire aussi. Donc ce qui est important, c'est de vérifier que l'historique de conception est bien désactivé. Donc sinon, ça va pas marcher. Donc là, il est activé, donc ça va pas marcher. On va faire annuler. On va commencer par ça. Hop. On va passer à la modélisation directe, donc pour dégommer l'historique de conception.
Voilà. Je relance mon script. Tac. Donc voilà tout l'intérêt au fait d'un commentaire. Je fais play. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va entrer un nom pour tutti et ensuite, on sélectionnera, on cliquera directement sur le corps à convertir. C'est parti. Donc, nom pour tutti, on va appeler webinaire. Webinaire. OK. Le corps, je clique dessus, c'est bien lui. Et voilà, il me dit conversion réussie, sauvegarder sous download webinaire en .json. Donc .json, en fait, c'est le format qui est vraiment dédié au porte-outils, aux bibliothèques outils sur Fusion. Je valide. Et maintenant, ici, dans fabrication, dans mes bibliothèques outils, je vais aller par exemple en local. Je fais un clic droit, j'importe une nouvelle bibliothèque qui est là. Donc c'est bien le JS1 qui s'appelle Webinaire que je viens de télécharger. Tac. Il n'a pas marché. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais refaire depuis là, le cloud. Importer une bibliothèque. Temporaire. Je vais le relancer, je sais plus dans quel, parce que je sais plus dans quel répertoire il était. Tac. C'est reparti. Hop, hop. Script. C'est bon. Test 2. OK. OK. Voilà. Évident, download, test 2. OK. On va chercher ça. Bon, déjà, si je cherche ici, je dois le retrouver. Téléchargement, test 2, il est là. Je vais le copier sur mon bureau. Oui, voilà. Je repasse en fabrication, fraisage, on va chercher les bibliothèques d'outils. On va importer la bibliothèque, qui est là aussi, test 2, et qui est aussi ici. Ah bah, j'ai un problème d'importation, je ne sais pas pourquoi. Bon. Normalement, ça fonctionne. Un problème sûrement de... Parce que là, j'ai refait la démo, ça avait très bien fonctionné. Peut-être un problème avec le format du corps. Je le retesterai, je vous remontrerai ça. Voilà. Donc voilà. Donc, dernière partie que je voulais vous montrer rapidement. Il me reste quelques minutes. Je suis désolé d'accélérer un petit peu. C'est la partie, oui, IA dans Fusion. L'IA qui est vraiment intégrée dans Fusion suite à cette dernière mise à jour avec l'Autodesk Assistant. Donc l'Autodesk Assistant, je vais vous montrer ça. Hop, créer. Donc, au fait, avant, c'était un menu déroulant, comme une boîte de dialogue, qui était disponible sur la droite de votre écran. Ils ont créé un nouveau raccourci qui est en haut avec ces petits traits-là. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Hop, contrôle. Tac, voilà. Vous cliquez ici, ça vous offre, au fait, un assistant IA auquel vous pouvez poser directement vos questions. Donc, vous pouvez dire, par exemple, et moi, une boîte de 60 par 40 par, je sais pas moi, 35 millimètres. Tac. Voilà. Donc là, il vous a fait votre boîte. C'est assez puissant, hein. Il fait bien 35 de haut, 40 de large et les 60 de long. Après, vous pouvez très bien lui rajouter des fonctionnalités. Donc maintenant, ajoute des changements 1 millimètre sur la face du haut, par exemple. Et
Il récupère tout ce dont il a besoin, il analyse le modèle qu'il vient de créer et il va créer la fonction changeant. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous récupérez bien l'historique de conception en bas. Donc tout vient s'ajouter. Il applique les chanfreins. Voilà, j'ai bien les chanfreins. Ensuite, ça marche aussi pour les fonctions de perçage, par exemple. Un chanfrein, un perçage, pardon. Carreau D, M10. Et des champs centre de la base bio. Hop. Donc ça, là, vous voyez que j'utilise l'Autodesk Assistant dans le menu conception. Voilà, il m'a créé mon arrosage en automatique. Si je clique dessus ici, là, on récupère bien tous les points d'esquisse. Donc là, je suis en menu, oui, je suis dans le menu conception, mais ça marchera aussi pour la fabrication. Sachez que depuis, Autodesk a rajouté également, là, si je passe en fabrication, je crée un posage, je pourrais très bien lui dire, bon, ben maintenant, créez-moi un usinage adaptatif 3D avec une fraise de 10 sur l'ensemble de la pièce. Ça permet également de créer au fait des parcours outils, ça c'est vraiment intéressant. Ça, alors, on est qu'aux premiers items, hein, ça va évoluer avec le temps, mais déjà, je trouve ça assez puissant, surtout qu'avant, c'était uniquement en anglais, mais maintenant, ça y est, il y a la trad en français, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses, sachez que c'est vraiment dans la roadmap de développement de Autodesk, c'est vraiment un point focus sur l'année. Ils veulent vraiment mettre le paquet cette année sur les développements IA, hein. On est clairement dans cette vague d'IA en ce moment. Voilà. Donc l'IA, c'est bon. Voilà, bon, on arrive à la partie questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si plus tard vous avez des questions, même après le webinaire, vous pouvez contacter votre commercial attitré ou directement nous envoyer un message via le support à support.applicit.com. On sera là pour vous répondre, même si vous voulez qu'on vous refasse une démo, il y a aucun souci. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez visiter le chat directement sur GoToWebinar. N'hésitez pas. Voilà, bon, j'espère que tout est clair. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinar. Bonne fin de journée et puis bon week-end en suivant. Au revoir.